Descente, saison 3, épisode 3, c'est parti. Et bonsoir, bonjour, bienvenue dans cet épisode. Vous m'avez entendu, et ben je vais vous dire tout de suite, c'est pas la joie. Mais bonsoir quand même Aurélie. Bah bonsoir, nous ça va. Enfin moi ça va. Ah oui d'accord, c'est tout de suite nous ça va. Bon ben ok, bonsoir Émilie. Ouais, solidarité. Bonsoir Seb. Ben écoute, nous ça va. Bah ok, moi moyen, écoutez, c'est pas le job, hein, c'est pas le boulot, mais qu'est-ce qui oh là t'arrive là, il faut que je vous raconte. L'autre jour, Raconte. j'ouvre mon journal. Bon, ça c'est juste pour la forme, Ouais. parce qu'il est numérique, attention. Et sur quoi donc que je tombe? Un article? Merci la syntaxe. Ah oh là là, comment as-tu deviné? Je ne sais pas. Cette intuition incroyable. Oui, je suis tombé sur un article, un article du Café pédagogique. Bon enseignant, je lis le Café pédagogique, bien sûr. Hein. Voilà. Et quel est le titre de cet article de Bruno de Vauchel? Les enseignants, enseignantes, situent le numérique en dernier dans leurs préoccupations professionnelles. Et paf. Paf, Oh. le chien. Vraiment, à ce moment-là, j'en ai eu gros. Hein. Et pourquoi on en a gros? Mais parce que quand même, en dernier après quoi? Je sais pas, moi. De quoi il parle d'ailleurs? En dernier après quoi? Mais après quoi? Ça c'est la question, la bonne question à se poser, parce qu'en Mais dernier, c'est quoi en avant en dernier, après quoi? Alors, on parle, pour cet article, ils parlent pas dans le vide, ils sont partis sur la DEP, sur une enquête de la DEP. Mais qu'est-ce que la DEP? Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'ADEPE? Non. Oui. Je peux pas vous dire ce que c'est la DEP. Hein, vous allez chercher, Et vous allez faire un peu vos propres recherches. Non, parce que j'ai zappé l'acronyme, figure-toi, Émilie. C'est le truc, je suis en train de me dire. C'est pas la direction de la prospective et de trucs comme Voilà, ça? exactement. Le dernier P, c'est truc comme ça. Exactement ça. Je me suis dit, c'est un peu bizarre. Moi, j'aurais dit DEPT. Mais non, DEP, apparemment, ça passait mieux. T'es vilain. Oh là là. Direction, je l'ai, direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance. Eh oui. Voilà. Alors, la DEP, qu'est-ce qu'elle a fait, la DEP? Merci, Aurélie. Eh ben, elle a fait une enquête, la DEP. Elle a fait une enquête en 2018 et en 2022. C'est intéressant comme date, 2018-2022, sur les préoccupations des enseignants. Parce qu'entre 2018 et 2022, je me suis dit, n'y aurait-il pas eu un petit quelque chose qui se serait passé? Avec le numéro 19. Mais sans rapport avec la tour sombre. Waouh! Le Covid? Ouais, Pardon. ouais, voilà, je parlais de ce fléau-là, de ce grand fléau-là, oui. Non, le fléau, c'est un autre Ouais, je livre. crois, ouais. Pardon. Bon, ça va, hein, tu sais quoi, hein, on n'a qu'à dire marche ou crève, comme dirait l'autre, et ça passe. Par exemple. Donc, il y a eu le numérique, je m'attendais à une différence, parce que quand même, il y a des indicateurs, rien. Mais vous savez quoi? 2018-2022, c'est la même chose quand vous regardez leur graphique. Alors, le graphique n'est pas forcément des plus simples à lire, vous avez... c'est pas très joli à voir quand même, mais on voit bien que le numérique, bon, ben ça n'a pas d'intérêt pour les enseignants, et ça n'en avait pas en 2018, ça n'en a pas en 2022. Bon, ben là, je dois avouer que je ne comprenais plus. Mais alors attention, il ne faut pas dire numérique. Il faut dire numérique à visée pédagogique. Ou numérique éducatif. Parce que là, les deux termes ils sont employés. Quand même, ce manque d'évolution, moi, ça me travaille quand même. Je me dis, non, mais on s'est tous mis au numérique. Même les moins numériques, ils ont bien été obligés de sortir la carte. Parce que quand tu es enfermé chez toi, qu'il faut... Pas tous. Ah, ne brise pas mes illusions. Enfin. Ah si, allez. 2 minutes, madame. Je suis en train d'avoir quelques illusions. Tu me casses tout. C'est pas possible, non? Ah, enfin. Désolé. Alors, il parle. Il reste bien sûr assez sur ce point-là. Et moi, c'était les explications qui m'intéressaient. Parce que c'est bien de poser un constat, mais il faut quand même se demander pourquoi. Parce que je veux bien que le côté geek ne soit pas le plus présent chez nos collègues qui ont bien d'autres chats à fouetter. Je veux bien l'entendre, bien sûr. Mais quand même, de là à balancer en dernier et que ça ne bouge pas avec un confinement au milieu. Alors, qu'est-ce qu'il analyse, Bruno? Eh bien, il met qu'il y a eu un manque de cohérence de la politique.
C'est-à-dire qu'à un moment, on dit le numérique c'est bien, mangez-en. Et à un autre moment, on dit le numérique, attention, il y a des acides gras insaturés dedans, il faut faire attention, il ne faut pas trop en manger, voire même si on peut éviter. Voilà. Donc, il affirme un manque de cohérence. Bon, je veux bien l'entendre. C'est vrai qu'on a vécu une ère dorée, entre guillemets, du numérique avec distribution des tablettes et des ordinateurs. Et puis, à un âge où on s'est dit, on va peut-être se calmer un peu. Mais bon, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Hashtag, toi aussi, tu as connu. Oui, puis le manque de cohérence dans l'éducation nationale, c'est quand même un truc assez récurrent. Voilà, puis des changements de politique. Toi-même, tu as connu des changements Aussi. de programme assez froids et Oui. glaçants. Mais bon, Mmh. voilà. Ce qui me chagrinait, c'est le coup de je donne du matériel et je l'abandonne. Parce que ça me désole toujours cet aspect-là. Et j'aurai des exemples à foison dans des tas de domaines, tous en rapport avec l'éducation, mais je vais les garder pour moi, parce que j'ai trop de choses à dire ce soir. Et en gros, ce qu'il raconte, c'est que... Alors, la deuxième partie, elle est sur les entreprises. Bon, c'est pas la partie qui m'a le plus intéressé parce que, de toute manière, les entreprises, quand un marché, quand il y a un intérêt pour quelque chose, elles sont là. Et quand il n'y a plus d'intérêt, les premières qui étaient là à se jeter dessus ne sont plus là, comme par hasard. Mais c'est pas l'intérêt premier de l'article. En gros, ce qu'il dit, c'est que avec cette histoire de je préconise, j'interdis, je vous dis que c'est bien, je vous dis que c'est pas bien, il dit les collègues ne savent plus où aller et ils plongent dans l'attentisme et à ce moment-là, ils attendent de voir. Par contre, il relève qu'il y a une contradiction. Et ça, la contradiction, elle vient d'une autre enquête qu'il a piochée chez Ecoluma. Salut Fabien, si tu passes par là. À propos de l'usage de l'IA. Parce que dans cette enquête-là, les enseignants... Donc là, on est sur quelque chose de très récent. Oui, là, super récent. Et les enseignants se déclarent qu'ils investissent ce nouveau domaine. Mais... En fait, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une erreur de catégorisation là-dedans? C'est quoi le numérique pédagogique ou le numérique à visée pédagogique ou le numérique éducatif, comme tu l'appelles, c'est quoi? Est-ce que quand je tape sur LibreOffice une lettre pour les impôts, d'un coup ça devient pédagogique si ça devient un exercice de grammaire? Parce que moi, si tu me dis numérique éducatif... Bizarrement, et je pense que les collègues ont cette idée-là aussi, je vois un logiciel fait par un tiers avec des petits exercices, ce genre de truc. Le truc un peu bas du front peut-être, mais je vois quelque chose qui est développé pour être utilisé en classe. Oui, mais l'IA, c'est tout à fait le contraire, c'est le contre-exemple absolu. Ça n'a jamais été fait pour être utilisé en classe au départ. OpenAI ne s'est jamais dit, tiens, lâchons un chatbot pour tous ces pauvres profs. Non, faut pas exagérer non plus, quoi. Ils se sont juste dit, tiens, lâchons un chatbot parce qu'on n'a rien de mieux à faire. On ne sait pas encore qu'on va en cramer du pognon et des serveurs. Mais lâchons. Donc, je me suis dit, il y a ce problème-là qui est de savoir le numérique, quand est-ce qu'il devient pédagogique. Ça m'intéresse. Ça, c'est pas dans l'article, en fait. Par exemple, si j'enregistre un son pour une histoire, ça devient pédagogique si je l'utilise en classe ou pas? Petite question. Et en fait, s'il y a cette interrogation-là, c'est que dans l'esprit des collègues, qu'est-ce qu'il y a derrière numérique pédagogique? Et même mieux, je vais étendre un petit peu cette pensée-là, c'est que, au-delà du petit troll là que je fais, parce qu'il faut quand même que je défende un peu notre pain, le pauvre numérique, il est à côté de quoi? Le numérique pédagogique, il est à côté de quoi? Il est à côté de la gestion de classe, il est à côté de la remédiation, de la pédagogie, de la collaboration. Il a ça en face, le numérique. J'avais presque envie de dire, pourquoi vous n'avez pas mis le livre aussi pendant qu'on y est? Après tout, pourquoi pas? Et le cahier, le papier et le Est-ce crayon? que les enseignants se sentent concernés par le papier-crayon? Est-ce qu'ils se sentent plus concernés par le papier-crayon ou par la collaboration entre pairs ou la collaboration entre enfants? Moi, j'ai pas la solution, j'ai pas le truc. Enfin, si j'ai la solution, vous allez voir. J'en ai même plusieurs de solutions. Tous les espoirs pour moi. C'est des piliers assez incroyables que personne n'a jamais tenté de mettre en place. Ça s'appelle la stabilité. Et là, je rejoins un peu l'article, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous dit voilà un cadre d'utilisation, et on reste un peu plus que 4 ans sur ce cadre-là, ça fait du bien, parce que l'instabilité, ça ne fait que nuire. Et après, de la formation. Oui, vraiment. Et si je le répète 3 fois,
c'est parce qu'il les faut. Parce que, on va pas se leurrer, hein, ceux qui écoutent ce podcast et ceux qui le font, celles qui le font, niveau numérique, on nage, on est bien dedans. Certains adorent les enregistrements au micro. D'autres préfèrent répondre aux attentes d'une clientèle avide de numérique, de nouvelles expériences, tandis que d'autres adorent le publipostage. Eh bien, ça, c'est une frange. Et donc, l'autre frange, c'est des collègues qui veulent bien s'y mettre au numérique, mais pas tout seuls. Qui veulent bien savoir, apprendre qu'il y a des services, mais pas tout seuls. Et parfois même, ils ignorent les services qu'ils aimeraient avoir, mais qui existent déjà. Hashtag présente CIS à une bande de collègues qui a des tableaux numériques, et tu leur dis, ils font oh, oui, je sais, c'est pour moi, profitez-en. Donc, stabilité, formation, et on en reparle. Et après, on compare des trucs qui sont comparables. Parce que les collègues, de façon logique, feront toujours passer ce qui est de la pédagogie au sens large, collaboration, activité des enfants, etc., avant ce qui devrait alimenter la pédagogie, l'aider et pas être un levier majeur. C'est jamais un levier majeur. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as plus de Wi-Fi, franchement? Vous avez un avis, vous, là-dessus? Oui, moi je prends la parole pour commencer. Je suis d'accord avec une grosse partie de l'analyse que tu donnes. Il y a aussi des collègues qui sont des réfractaires. Et quand ces personnes se sentent obligées d'utiliser le numérique, ce sont des personnes qui vont quasiment tout faire pour mettre son utilisation en échec. Et alors je vais pas te dire que j'ai des gens comme ça moi tous les jours au bout du fil, mais ça arrive. Et clairement, tu sais que tu peux expliquer ce que tu veux, la personne ne va pas entendre. Et là où elle va pouvoir commencer à entendre, c'est quand tu arrives à lui faire comprendre là où elle va gagner du temps, là où elle va en tirer un bénéfice. Et en fait, il faut quasiment passer par une phase d'éducation par rapport à l'outil pour ensuite l'amener sur comment utiliser l'outil. C'est en quoi l'outil va lui permettre d'être plus efficace, de gagner du temps, de se débarrasser de tâches fastidieuses, pour ensuite qu'elle accepte de se dire ah oui, mais comment ça marche? Parce que combien de fois j'entends ah oui, non, mais de toute façon, l'informatique, ça m'intéresse pas. Et moi, je me pense à chaque fois, mais je crois que je l'ai déjà dit, mais imagine que ton élève te dise oui, mais moi, les maths, ça m'intéresse pas. Je suis sûr que c'est la personne qui va tomber sur le dos de l'élève à bras raccourcis. Et voilà. J'ai pas suivi. Pourquoi est-ce qu'il y a un Gaulois d'un coup dans ton truc? Merci mon petit Astérix. Voilà, pardon, auditeurs, auditrices, je dois vous avouer que je suis un peu fatigué ce soir. Et comme t'es pas le seul, voilà, ça risque d'enchaîner. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et c'est rigolo parce que cette étude-là du café pédagogique, là, ça vient de l'étude de EPOD de 2022. Enfin, en tout cas, c'est rigolo parce que ma conseillère pédagogique me l'a envoyé il y a pas très longtemps en surlignant une phrase. À l'inverse, l'utilisation pédagogique du numérique reste peu développée. C'était les conclusions en fait de l'enquête et ouais, et elle me met en petit commentaire t'as du boulot quoi. Ouais. Et ouais. C'est clair. Et je suis d'accord avec toi sur la formation, mais ça c'est pas nouveau, hein. On sait bien que nous on est les parents pauvres de la formation et que on récolte les 3 ou 4 personnes qui n'ont pas de plan français, qui n'ont pas de plan maths, qui n'ont pas de plan sciences, qui n'ont pas de plan laïcité et pour lesquels on a bien voulu mettre qui sont dans la polyvalence et à qui on a proposé aussi plein d'autres choses en fait et ponctuellement on a 3-4 personnes qui arrivent sur des plans numériques ou sur des formations vraiment numériques. Bon, après, donc c'est aussi pour ça que nous, dans le groupe départemental, on essaye de se faufiler dans les autres groupes départementaux, tu vois. On va dans le groupe départemental maths et on essaie de faire une formation avec eux ou en MDL aussi pour essayer de mettre le numérique directement avec les apprentissages fondamentaux. Mais je suis d'accord quand même que la formation juste numérique classique, ça manque aussi. Après, c'est l'avantage parfois de ma position où je suis aussi référent maths. Donc du coup, plan maths cette année, dis donc, il y a du numérique dedans. C'est bizarre.
Et c'est vrai que les conseillers pédagogiques, ils manquent de formation numérique aussi, ne serait-ce que ça, tu vois? Parce que si on pouvait les former tous, après quand ils accompagnent les collègues en constellation et ben ils auraient des pistes. Mais même eux, c'est Tu nous pareil, parles ruissellement, là. ils nous disent, ah ouais, tout à fait, ça ruisselle. Non, mais c'est une vérité vraie, hein, complètement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'enchaîne parce que, moi j'ai eu, des barrières aussi. Tu nous as proposé de réfléchir ensemble sur un sujet qui s'appelait: «Quelle entrée pour le numérique en classe?» J'ai trouvé ça, sympa de se mettre tous sur une même thématique. Et en fait, j'ai complètement oublié de le dire aux auditeurs, auditrices. Oui, Tu vois? voilà, Regarde. vous arrivez. On a fait une petite nouveauté pour cet épisode. On s'est dit, tiens, trois cerveaux qui réfléchissent à un même thème, pardon. Oh là là, à un même thème, donc. Eh ben, voyons ce que ça donne. Bah, voilà, et donc le thème était, enfin, très bien choisi. Quelle entrée pour le numérique en classe? Alors, moi ça m'a tout de suite parlé. Parce que, l'entrée en classe, ça sous-entend, déjà d'avoir surmonté un certain nombre de barrages, le matériel, premier barrage, un matériel à disposition. La formation des enseignants, tu vois, on est complètement raccord et les besoins, les envies, les appétences, des enseignants et donc si on imagine déjà que toutes ces barrières sont levées, donc on imagine, on est dans une classe, il y a du matériel. Il y a un ENI, il y a des tablettes, il y a du Wi-Fi. On est, dans une classe avec un enseignant. Ah mais si, ça existe. Un Wi-Fi qui fonctionne? Un Wi-Fi qui fonctionne, un enseignant qui est Ok. formé, qui est convaincu de l'apport du numérique pour le Ah, t'es dans travail une des école élèves. d'application? Non, pas du tout, on est dans ma classe. Non, ça On est n'existe. dans ma classe. Écoute, Ah j'ai tout oui. ça. J'ai tout ça et pour la première fois en 24 ans, je me suis pris une barrière que je n'avais jamais eue, les parents de mes élèves. Donc avant même de savoir quoi faire de numérique dans ma classe, j'ai eu cette barrière, j'ai eu l'impression que les parents étaient là devant la porte en mode, tu sais, vigile. Non, non, le numérique n'entrera pas. Donc je vous file le contexte vite fait. On est mi-septembre, je fais ma réunion de rentrée avec les parents. Moi, je suis hyper confiante, j'ai l'habitude. Comme je vous dis, c'est ma 24e rentrée, 19 ans dans la même école. Donc je connais bien le contexte, je connais bien mes familles, je connais bien tout ça. J'enchaîne mon déroulé, la présentation du matériel, le programme, les projets de l'année, blabla. Et au moment où j'aborde la partie numérique, d'habitude, j'ai des parents qui sont complètement, tu sais, enchantés, foufou. Leur enfant est dans une classe un peu novatrice. On va tester plein de trucs parce que, comme je suis run à mi-temps, forcément, moi, je teste avec mes élèves plein de choses. Et là, j'ai une mère d'élèves qui lève le doigt et j'ai eu droit, bah, voilà, je l'avais pas eu, c'est la première fois, j'ai eu le droit le temps sur les écrans et pourquoi les applications et est-ce qu'ils vont continuer à écrire, sur j'avais l'impression d'être au milieu d'un gros cliché, tu vois? Pourtant je venais d'annoncer vraiment, des un truc vraiment très basique, tu vois? Un Le un un bingo, numérique, t'as je fais rempli ta pas. grille. Ouais, c'est exactement mais vraiment c'était surprenant. C'est la première fois vraiment que je me trouve face à des parents comme ça qui sont, enfin en tout cas une maman en particulier qui est vraiment très, réfractaire. Au début, je me suis sentie pas très bien, tu vois? Un peu sur la défensive en me disant: «Putain», pardon, je dis des gros mots, mais je me suis sentie, un petit peu, attaquée. J'ai senti un peu, derrière toute la diabolisation des médias qu'on peut entendre. Et j'ai pas trop bien aimé, ce moment-là. En plus, c'était, bah, dans le cadre de ma réunion de rentrée, donc c'est-à-dire qu'il faut un peu faire, bon effet quand même et donc j'ai repris ma casquette d'Iron. J'ai réorienté sur, l'apport pour les élèves, sur l'usage, qu'on en fait réellement dans la classe, qui est complètement différent de ce qu'ils peuvent faire à la maison avec, la tablette, le loisir. Donc ça, j'ai dû le réaffirmer. Tout ce qui est évidemment plus-value, notamment, par exemple, j'ai donné l'exemple pour que ça soit un peu parlant pour eux sur l'entraînement en lecture orale que je peux faire avec dictaphone pour que les élèves puissent s'écouter, l'écriture d'un journal collaboratif avec d'autres classes. Voilà, tout ce que le numérique va m'apporter, tout ce que les outils numériques vont m'apporter en plus dans ma pratique de classe. Et puis tout simplement le fait aussi que les compétences numériques soient dans les programmes, en fait, hein, tout simplement. Je veux dire, je fais juste mon travail aussi en formant mes élèves sur les outils numériques. Donc moi, ça va parce que j'avais des billes, tu vois? Je suis une enseignante chevronnée, je connais et puis je suis Iron, donc j'ai les arguments, mais je me dis: «Un enseignant qui débute ou qui est moins chevronné, ça doit pas être facile non plus
de trouver des arguments, quand bien même on est convaincu de ça. Et j'ai remarqué dans le groupe numérique que depuis l'année dernière, voire l'année d'avant, on a beaucoup de directeurs d'école qui nous appellent pour faire des cafés des parents. Donc sur café des parents, parentalité numérique, tu vois, tout ce qui est autour du numérique, alors Mhm. notamment avec le déploiement des ENT, puisqu'on a donné aux parents d'élèves des outils numériques pour suivre la scolarité de leurs enfants ou pour pouvoir communiquer avec l'école. Et donc, pour accompagner au mieux les familles quand on a déployé les ENT, eh ben, il y a beaucoup d'écoles qui ont organisé ces temps d'accompagnement et qui ont ouvert à juste, pas que l'ENT, mais d'une manière plus générale, le numérique à l'école, qu'est-ce qu'on y fait? Heu et à propos de ça, j'ai une ressource qui est vraiment intéressante. Alors évidemment, c'est pas quelque chose que j'ai pu, mettre en place pendant ma réunion de parents, mais je donne quand même, la piste parce que je trouve ça hyper intéressant. C'est, la roue PIX de la parentalité numérique. Donc je vous en avais parlé sur un précédent sujet. Ouais. C'est quel Pokémon ça, Rupix? Mais non, Pix, la Pix, formation, Pix. Sébastien, c'est le truc que tu es censé avoir Mais passé. je suis expert Pixédu niveau 1, madame. Attends. Mais bravo! Oui, mais tu vois, tu n'aurais pas dû oublier. Je n'ai C'est pas pas sérieux. oublié, mais Rupix, je suis désolé, ça doit être un Pokémon de la nouvelle génération que La je n'ai pas roue encore vu PIX. passer. Hein. Comme Goopix, À tes souhaits. Bon, je recentre le débat. Bon, la roue Désolé. PIX de la parentalité numérique qui est donc en lien avec le PIX parent. Je vous en avais déjà parlé sur un précédent sujet, le PIX parent que je trouvais très difficile et pas forcément bien amené pour les parents qu'on ciblait. Et ben ça, c'est pas mal. Alors, tu peux faire vraiment une roue physique, ça veut dire que tu peux faire une animation avec une vraie roue tournée, ou sinon tu fais la roue numérique sur Geniali qu'ils ont proposé sur le site. Et donc, tu as 13 questions qui sont sur des sujets de PIX, hein, le cyberharcèlement, le jeu vidéo, le contrôle parental, tout ça, avec des approfondissements et des explications. Et, euh, et du coup, ça permet d'ouvrir le débat avec les parents aussi. Alors, c'est beaucoup plus ciblé, c'est beaucoup plus facile d'accès que le PIX parent classique. Et je trouve que c'est un bon outil pour commencer à débattre avec les parents. Donc, pas forcément dans le cadre d'une réunion de rentrée, mais pour un café des parents, ça peut être, si vous êtes directeur et que vous nous écoutez, ou si vous êtes Tyrone, ou CPC ou référent numérique, c'est un outil assez facile d'abord. Donc voilà ce que m'a inspiré le choix de ton sujet, Sébastien, et en espérant que passer le barrage des parents, une fois que les parents nous permettent d'ouvrir la porte de la classe pour faire entrer du numérique dedans, j'espère que vous avez trouvé tous les deux des pistes de pratique ou des outils qu'on peut amener dans les classes pour bosser avec nos élèves. Merci beaucoup, Aurélie. merci pour ça, parce que j'avais pas pensé du tout à ça, alors que c'est un problème qui devient récurrent. C'est vrai. En plus, moi, je l'ai vu arriver lentement, mais sûrement, justement dans les réunions de rentrée où tu commençais à avoir, il y a peut-être, 4 5 ans de ça, des parents ils disaient oui, et combien de temps ils passent devant les écrans, etc. Oui, je sais pas combien de temps ils passent devant les écrans, mais ils font des trucs sacrément plus intéressants qu'à la maison, madame. Mais bon, ça, tu vas pas le Mm, lâcher comme ça tu devant, m'étonnes. devant des parents, à moins de vouloir les mettre à dos, ce qui n'est pas vraiment le but d'une réunion de rentrée. C'est ça. Mais ça rejoint Vaut mieux éviter, non? ça rejoint ce que j'ai dit à des jeunes. Je leur ai dit, la réunion de rentrée, il faut la cadrer. Il faut savoir où vous allez. Il faut pas que ça dure longtemps. Vous n'êtes pas là. Ne vous dites pas que la foire aux questions est le moment le plus important. C'est le truc qui doit être à la fin, vite fait, parce que vous avez déjà tout dit, mais bien dit. Parce que là, dès qu'il y a... C'est le pied dans la porte. Hein. Alors, moi j'ai vu une étude. Ah là non, mais tu as très bien précisé les choses. Et c'est vrai que des initiatives comme le Café des parents, c'est pas mal. Mais voilà, on se rappellera tous que ce qui est important, c'est pas l'outil, mais ce que tu fais avec. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Aurélie. Et je trouvais ça vachement sympa, en fait, de partir sur un thème. Et on a eu 3 visions complètement différentes, je pense. 3 manières de prendre le sujet en charge, complètement différentes. Et voilà, donc je trouvais ça sympa.
Tant mieux, tu m'envoies ravi. Écoute, sans vouloir faire l'émission thématique, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire chauffer nos cerveaux respectifs là-dessus. Bon, ben moi, je vais vous proposer mon entrée alors. Allez, vas-y. Allez. Donc, je vous ai proposé un truc qui est rassurant. En numérique, c'est pas mal, hein, qui est rassurant, qui évacue l'inconnu, qui gère l'inattendu. Hein, parce qu'on n'aime pas la surprise, nous les autres, notre espèce, où on va s'investir à peu de frais pour les collègues. C'est pas mal. Avec le matériel que l'on a, on va s'investir à peu de frais. Pourquoi à peu de frais? C'est parce que, par exemple, il y a des gens qui aiment faire des escape games, c'est très sympa, mais vous n'allez pas en faire un par semaine d'escape game. Voilà. Vous avez la santé, hein, mais bon. Voilà. Et tu dors pas. Voilà. Et je vous propose quelque chose où l'outil appuie la pédagogie, mais il ne la remplace pas. Voilà. On va essayer de faire quelque chose où l'outil appuie la pédagogie. On va faire quelque chose qui permet de relativiser les problèmes techniques. C'est pas mal les problèmes techniques, parce que parfois ils arrivent, les problèmes techniques. Vous allez toujours avoir un problème technique. Et le problème technique, c'est que parfois, je ne sais pas moi, Brian, son stylo fuit. Mais c'est pas grave. Quand ça arrive, il a d'autres stylos, ou alors on change de stylo, on prend un crayon, etc. Mais pareil là-dessus. Oui, parce que c'est pas grave. On va y revenir et entre-temps, on y aura remédié. Ça permet de faire, pour les collègues les moins investis en numérique, on va faire un petit pas. Et le petit pas, ensuite, il permet de faire un gros pas si on se sent à l'aise. Et surtout, parfois, selon ce que les collègues décident de mettre selon cette activité, ça permet même aux élèves de prendre en charge ce qu'ils vont faire. Ce truc incroyable, mesdames et messieurs, attention, sous vos oreilles ébahouies. Je vous propose rien que moins que les rituels. Voilà, c'est tout. Voilà. Moi, je vous propose les rituels. Prenez des rituels avec du numérique dedans. Alors, au hasard. Le truc simple, hein, tout à l'heure, Aurélie a sorti sa carte Pokémon Rupix. Moi, je sors ma carte Pokémon Digiscreenix. Donc, vous pouvez prendre Digiscreen et vous commencez votre journée avec ça. Vous faites la date, etc. Vous n'avez pas envie de commencer la journée avec du numérique. Faites ça en anglais, en langue vivante. Si vous faites italien, espagnol, qui ça. Hein, faites comme ça, prenez Digiscreen et commencez avec ça, c'est pratique, on écrit la date, etc. On fait une petite animation, on tire des élèves au hasard, vous faites de l'animation de classe en rituel. Parce que c'est très sympa et franchement, ça permet de faire une entrée dans la matière. C'est un petit plus. Vous ne l'avez pas un jour parce que le vidéoprojecteur a grillé ce jour-là, parce que vous n'avez pas votre connexion qui fonctionne, etc. C'est pas grave. Vous ferez 100, les élèves seront déçus et vous direz à ce moment-là, c'est pas grave les enfants, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Et vous faites de la remise en mémoire tranquillement. Voilà. Ça, c'est mon carte facile. Vous voulez un autre truc facile? Vous faites habituellement vous leur faites habituellement écrire des textes, pardon. Et bien quand ils ont un petit texte bien sympa, bien écrit, même s'il fait une seule phrase, faites-leur taper leur petit texte. Hein, et on tape un petit peu, il n'y a pas besoin d'avoir 15 tablettes pour faire ça. Ça fait l'activité de fond de classe, etc. Et qui revient à chaque fois. Voilà. Ils ont fait un petit texte, mais vous n'avez pas envie qu'ils tapent, etc. Mais faites-leur enregistrer ça. Voilà. Le petit rituel que le numérique met en valeur. Et cette petite phrase, à la fin, faites-en un podcast, si vous en avez assez. Ça peut être sympa, comme tout. Après, si vous avez fait une belle autorisation d'usage de voix de l'élève dans le cadre de votre projet de mise en valeur des productions, vous pourrez même en faire autre chose, la publier, la communiquer aux parents. Donc, pour des collègues qui vraiment sont pas réfractaires, comme nous l'a rappelé Émilie, c'est vrai qu'il en existe, mais il y a des réfractaires au cuisinaire, il y a des réfractaires aux mathématiques, il y a des réfractaires à la dictée, il y a des réfractaires à tout ce que vous voulez, que l'on peut mettre en place dans la classe. À part, pour des gens qui ont une petite envie, mais que vous voulez rassurer, le rituel, c'est magique. Moi, alors, je l'ai déjà essayé. Franchement, on peut arriver à faire des choses. Et les collègues, ensuite, parfois, ils s'investissent tellement là-dedans, c'est mignon. Moi, j'avais une collègue qui s'était investie dans les livres avec Book Creator. Elle faisait des trucs tout le temps avec ses élèves. Oh, moi, Book Creator, j'en pouvais plus, mais elle était à fond dessus. Mais c'était super pour elle. Elle avait son entrée dans le numérique et elle l'utilisait de manière
efficiente et efficace. Pas pour refaire un truc qu'elle aurait pu faire avec un bout de papier. Donc, je répète, les rituels, parce que ça rassure. Les rituels, parce qu'on s'investit avec pas grand-chose. Les rituels, parce qu'on relativise les problèmes techniques. Vraiment. Et on fait un petit pas. Parce que l'important, comme dans tout, c'est pas de se lancer à corps perdu en se disant je vais créer avec mes élèves un site internet à base de chatbot, avec parfois un peu d'IA là-dedans. Non, vous allez péter un câble au bout d'une semaine parce que les tablettes ne pourront pas, parce que si, parce que là, voilà. Donc, amis auditeurs, auditrices, je crois que j'ai fini. Et si mes collaboratrices n'ont pas de quelque chose à nous dire, je crois que je passe la main à Émilie. Moi, je suis juste, avant que tu interviennes, Émilie, si tu me permets, je suis tout à fait ravie de cette entrée en matière. Moi, j'avais commencé plutôt par les APC, justement, pour éviter les drames de ça marche pas ou ça. Voilà. Mais les rituels, c'est le vrai bon plan, en fait. Tu as raison. Il y a un problème technique un jour, pas grave, on passe à autre chose. Non, mais les APC, c'est pas mal aussi pour le fait que tu as une taille réduite de groupe. Donc forcément, déjà, c'est pas... Je l'avais utilisé, moi j'avais fait ça pour l'entraînement à la lecture. J'avais pris un petit site d'entraînement de lecture des phonèmes. Je me rappelle, les enfants, ils étaient fous, ils n'avaient jamais vu ça, c'était rigolo. Hein Il faut ce qu'il faut. Mais garde la parole, Émilie. Bon, bah, on a hâte de t'écouter. Oui, on a hâte de t'écouter. Oui, Oui. mais alors moi je vais être un petit peu, je vais reprendre un petit peu des choses que vous avez dites différemment. Moi, mon entrée, je suis plutôt partie sur les outils pour l'enseignant, que ce soit des outils métiers ou non. Mais vous allez voir qu'on va arriver sur les rituels aussi. Alors je ne l'ai pas appelé rituel, mais moi c'était mon quotidien. Bon, moi, faut savoir que ça commence à faire quelques années que j'ai quitté la classe. J'attaque ma 5e année sans élèves, ça c'est triste, mais c'est aussi la 5e année sans hiérarchie et ministre de tutelle. Et ça c'est top. Voilà. Alors, Il fallait qu'elle la place. pour essayer de répondre à cette question de quelle entrée pour le numérique en classe, moi j'ai regardé du côté plutôt des outils de l'enseignant. Et moi j'ai commencé avant le RGPD. Ça peut aussi donner une couleur à ce que je vais raconter. Alors, pour moi l'outil informatique, il est d'abord là dans la classe ou à la maison, pourquoi pas, pour venir faciliter le quotidien. Quand je cherchais des outils numériques pour ma classe, il fallait qu'ils me fassent gagner du temps, qu'il me facilite les préparations ou qu'il me facilite ma pratique de classe. En fait, il fallait que j'en tire un bénéfice. C'est ce que je cherchais d'abord. Et dans ce cas-là, les logiciels ou services pouvaient venir remplacer ou compléter des outils existants ou plus classiques. Dans le cas des rituels, par exemple, on remplaçait le tableau, par exemple, par l'outil, par le vidéoprojecteur, parce qu'il y avait quelque chose derrière d'intéressant. Alors, dans mon expérience, il y a certains logiciels ou certains services qui ont été plus marquants que d'autres, mais l'idée, généralement, ça va être de trouver l'outil qui nous correspond, qui vous correspond, pour ce qu'il vous apporte, pour ce qu'il vous permet de faire, et parfois pour le détournement que vous pouvez en faire, parce que l'outil de base, il peut être intéressant, mais il peut permettre indirectement de faire d'autres choses, et vous, c'est cette autre chose qui va vous intéresser. Alors, pour moi, si je ne devais garder qu'un logiciel ou service de ma pratique de classe, Seb, tu le connais, hein, je vais parler d'un vieil outil. Donnez-moi un... Oh! Un vieil outil qui s'appelle OneNote. Oui, que j'ai découvert en 2013-2014 à peu près, et que j'ai utilisé au quotidien dès l'année suivante jusqu'à mon départ de la classe en 2021. Bon, je vais vous parler un petit peu de ce que j'aimais dans cet outil et de ce que je pouvais faire avec. En fait, je faisais tout avec. Je préparais mes journées de classe, en fait, mon cahier journal au début. Et ensuite, j'ai découvert mon cahier-journal.com, qui est devenu du journal, mais ça, c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, mon cahier-journal.com, je crois que ça a été le premier abonnement pour un outil éducatif que j'ai pris de mon côté toute seule. Oh, tu ignorais à ce moment-là. C'est fou, Ouais. le destin. Oui. Mais ce n'était pas encore, ça ne faisait pas partie des outils d'EduMove. J'avais aussi mon tableau de classe qui était enregistré dans OneNote. Je pouvais revenir sur ce qui avait été fait pour quasiment tout. C'est-à-dire que tout ce que je faisais
sur le tableau de la classe, je le faisais via le vidéoprojecteur sur mon ordinateur et tout était enregistré. J'avais toutes mes séances. C'est-à-dire que le 30 juin, je pouvais revenir sur ce que j'avais fait le 1er septembre. Et c'est assez génial d'avoir tout cet historique. Et un jour, j'étais embêté sur une séance et j'ai donné l'accès au OneNote à un copain qui était sur l'Académie de Toulouse et qui donc avait ses vacances en décalé, qui a suivi la séance en cours et qui m'a fait son retour après sur le temps du midi. Et c'était génial ça. Je pouvais afficher tous les documents, ou presque, quasiment, enfin on pouvait quasiment tout afficher, je pouvais les compléter, utiliser des images puzzle que je faisais hyper facilement, c'était génial. Vous savez, le système de la petite phrase puzzle que les enfants doivent remettre, ou quand vous avez des élèves qui sont en très grande difficulté, et qu'ils ont une dictée qui va être différenciée, et bien ils peuvent passer, ils sont... j'allais dire sur scène, ils sont devant, et c'est eux qui font et qui réussissent. Et ça, c'est assez génial, ils réussissent devant tout le monde. Voilà. Et puis dans OneNote, il y avait aussi la partie éducation avec une partie bac à sable où tout le monde pouvait intervenir. Et pour le travail en collaboration, c'est assez génial. Et sur toutes les années où j'ai bossé avec, j'ai jamais eu de soucis de gamins qui faisaient des bêtises. C'est génial ça. Voilà. Et puis ils avaient aussi leur partie privée où moi je pouvais leur distribuer du travail. Ils faisaient leur travail sur la partie privée. Et moi au final, je corrigeais tout ça dans mon canapé sur ma Surface Pro avec mon stylet. Et ça, c'était top. Alors, en parallèle, il y a eu des outils qui se sont imposés pour faciliter la vie de tous les jours. Alors ça, c'est plus des outils de l'organisation du quotidien. Je pensais à iBootech, par exemple. Je ne sais pas si vous avez connu pour gérer la bibliothèque d'école. Je crois que ça marche encore. Alors, Oui, le ça marche logiciel, encore, ouais. est-ce qu'il s'est amélioré au niveau esthétique ou pas? Alors, c'est pas moi qui gère ça, mais je sais que dans mon école, on a iBootech. Mais non, j'ai pas de visuel. D'accord, donc c'est pas toi qui fais la sortie à la bibliothèque de l'école. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à côté? Enfin, non, dans iBootech, ce que j'aimais bien, c'est que c'était nous, les élèves, qui allaient jouer. Il y en avait un, enfin non, ils étaient par deux, ils avaient la responsabilité d'être les bibliothécaires. Et donc c'est eux qui géraient les retours de livres et les emprunts de livres. C'était génial ça, de pouvoir faire ça avec le numérique. Et ils s'amusaient pas. Ils avaient vraiment une tâche à accomplir. Il y a eu le logiciel gestionnaire de résultats scolaires. Alors ça, c'est plutôt le côté enseignant, bien sûr. Et là, j'ai quitté mon tableur Excel. Parce que j'avais commencé, oui, avec mon tableur Excel en 2004. Et pour faire mes livrets scolaires, c'était fastidieux. Et j'ai trouvé un petit outil qui était sorti peu de temps avant. On était en janvier 2012, je crois, quelque chose comme ça, et ça s'appelait Educlick, et je m'étais créé mon compte dessus, et ce qui était rigolo, c'est que quelques semaines après, mon directeur d'école, lors d'un conseil des maîtres, nous invite tous à essayer l'outil. Voilà. Bon, c'était le même, donc, et puis je sais que dans l'école, ils continuent à utiliser toujours la suite. Et après, on a eu aussi t'en parlais Sébastien, on a parlé des logiciels un petit peu qui étaient entendus comme étant logiciels éducatifs. Par exemple, ceux de chez Jocatop. Nous, à l'école, c'était souvent Jocatop qui venait. Et donc, c'est leur logiciel qu'on prenait. Bon, pas forcément des outils métiers, mais des outils qui pouvaient permettre d'apporter des billes à la préparation de l'enseignant, certains qui proposaient déjà une trame. Voilà. Là, je parle que de quelques logiciels, mais je n'ai pas utilisé que. Loin de là. J'en ai utilisé beaucoup, énormément même, mais de manière pas forcément régulière, parce que certains, je les ai utilisés, je les ai testés, et en grande partie, je les ai abandonnés parce qu'ils n'avaient pas de plus-value. Ils ne me faisaient pas gagner de temps, ils ne changeaient pas ma pratique, et n'apportaient pas d'effets positifs que je n'avais déjà. Et voilà. Et sinon, il y a les outils que j'ai pu apporter sur l'école, notamment l'utilisation du cloud, où je sais que, bon, moi j'ai utilisé le cloud depuis longtemps, mais combien de fois j'ai mes collègues qui sont repartis à la maison parce qu'elles avaient oublié leur clé USB. Et je leur ai dit, mais non, mais bon sang, on peut avoir un cloud. Alors, c'était pas les clouds de chez les Absédus, mais voilà, depuis, je leur ai conseillé de passer sur les Absédus. Et voilà, je les ai initiés à ça. Et c'est des petites choses, en fait, qui facilitaient l'usage au quotidien. Et vous parliez de la formation, mais je suis tellement d'accord avec ça. Et je sais que nous, on avait des conseils de maître où c'est moi qui animais des temps de formation pour les collègues sur ces outils-là. Et c'était le truc qui permettait de pouvoir aller un petit peu plus loin sur l'utilisation des outils. Et chaque année, on voyait 2 outils, pas plus. Et c'était largement suffisant. Et je sais que quand j'y retourne à l'école, on me dit « Ah, quand est-ce que tu reviens nous faire une formation ?» Bon, voilà. Pas le temps.
Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça? Des réactions? J'en ai un, c'est assez formidable parce que tu as réussi à nous faire un melting pot à la fois de solutions qui étaient développées pour être utilisées par les collègues, que ce soit EduClick, que ce soit eBookTech, etc. Et aussi, mais celui que tu as préféré, mais au départ, il n'est pas fait pour être utilisé particulièrement dans une classe. Tu l'as, comment, OneNote? voilà, OneNote, c'est... Mais il a eu sa version éducation quand oui, même, qui mais a je été pensée sais, pour je ça. sais. Et moi, je lui ai reproché à l'époque de ne pas être plus accessible que ça. Parce que s'ils avaient été plus accessibles que ce qu'ils étaient, je pense qu'ils auraient fait un carton. Mais ça, c'est l'histoire de Microsoft. Oui. Non, mais ça, je Vraiment, suis d'accord avec toi. tu as fait un hack pédagogique quelque part de OneNote parce que tu l'as vraiment mis au service des élèves qui, au Hmm. départ, c'est quand même une solution de prise de notes. Bon, il n'y a pas de quoi Oui. faire. Mais moi, j'y faisais tellement tout dedans. Tout à l'heure, tu parlais de CIS, ou c'est Aurélie qui parlait de CIS, je sais plus. C'est moi. C'est C'est Sam. Sébastien, mais Alors, je ne connais pas j'aurais pu CIS, aussi, hein. mais moi, je sais que j'avais importé mes lignages dans OneNote, et dès que j'avais besoin, j'avais une section, c'était tous mes modèles. Je piochais dans mon modèle, clac, je dupliquais la page, et c'était bon. Et ça, c'était génial. Mais alors, Et j'ai eu la chance de quasiment jamais avoir de panne. et je te parle même pas du fait à quel point ça me parle ton histoire de cloud, hein. Ça, Ah bah oui, mais ça... il y avait même des services qui maintenant n'existent plus, qu'à une époque, Google permettait d'imprimer à travers le cloud, c'est-à-dire que pour peu que l'ordinateur de l'école soit allumé, je pouvais imprimer de chez moi. Je t'assure que Hmm. le jour où j'ai été remplacé et qu'on m'a dit «Ah, le remplaçant, il a besoin de ça», j'ai fait «Attendez, je l'imprime». J'étais au téléphone, je leur ai dit «J'imprime, c'est Hmm. arrivé». Les collègues ils ont fait mais comment tu fais ça?» T'es magicien? Je fais «Non, non, je suis pas magicien». Et là, malheureusement, ça n'est plus en fonction, ça. C'était dommage, c'était bien pratique. Mais bon, c'était sur Hmm. Google de toute manière. Ils ont une liste de logiciels morts. Et franchement, merci, Émilie, pour ce segment qui conclut notre tour. Peut-être qu'Aurélie a un truc à te dire. Peut-être. Non, 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 au contraire, moi, c'est pas un outil que j'utilise, mais du coup, j'aime bien la façon dont tu te l'es approprié. C'est vrai que c'est hyper parlant, ouais. Hmm. Mais alors, je l'utiliserai plus aujourd'hui pour des raisons de RGPD. Mais c'est vrai que j'ai jamais trouvé d'équivalent aussi simple d'utilisation qui marche en graphique. Enfin, t'as pas besoin de connaître de code, de machin. C'est hyper simple d'utilisation. Ouais, et c'est vrai que je me rends compte aussi que, tu vois, moi, j'ai l'habitude d'un TNI, donc j'utilise le logiciel qui est lié au TNI, donc j'ai toute mon année de CE1 qui Oui. est dessus, et le jour où je change de logiciel de TNI, ben, je vais beaucoup moins rigoler en fait, parce que moi, c'est vraiment lié à, c'est pas un outil que je peux utiliser sur toutes les surfaces, donc bon, je croise les doigts qu'il les change. Mm. Ouais. Ouais, alors que tu vois, moi j'avais qu'un simple vidéoprojecteur et j'avais la chance d'avoir une surface que j'avais connectée en sans fil et j'écrivais sur ma surface et les gamins pouvaient, quand ils avaient bien travaillé, ils pouvaient écrire directement sur ma surface. Et là, c'était le kiff pour eux, quoi. C'était la récompense. Ben oui. Bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon, Seb, bah écoutez, je vais vous proposer qu'on passe à la suite. Là, franchement, allez. Bah oui, tranquillement, et puis mais on va faire, sûrement. on va faire la petite transition avec Say Yes, du coup, dont tu nous as parlé, parce que Say Yes, on le trouve où, Sébastien? Alors Où est-ce attends, qu'on peut... où est-ce qu'on pourrait trouver ça Je me je sais pas. demande. Est-ce que ça serait libre? C'est tout à fait libre. Est-ce que c'est un rapport avec Héphaïstos? Oui, je pense. Ça, c'est un J'ai rapport avec mon le point nom sur geek le de bout de tout la à langue. l'heure. Exactement. On peut le trouver sur la Forge des communs numériques. C'est un commun C'est numérique. donc ça. C'est tout à fait, c'est quelque chose dont on parle assez souvent. En tout cas, moi, c'est un des sujets que je développe assez souvent. Donc, pour petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas du tout ou pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois, la Forge des communs numériques, Qu'est-ce que c'est? c'est un projet. Mais qu'est-ce que c'est donc? C'est un projet qui est soutenu par le ministère et qui invite la communauté enseignante à créer et partager leurs propres ressources éducatives libres et gratuites. C'est hébergé sur Apps Éducation, donc on est bon au niveau RGPD, on est bon au niveau droit.
Et donc, il y a un certain nombre de ressources qui sont spécifiques à l'école primaire et qui se retrouvent sur le portail primaire. Chaque épisode que je fais, je rajoute le nombre de ressources parce que quand j'ai commencé la dernière fois que j'en ai parlé, je crois qu'il y avait 112 ressources et puis la fois d'après, il y en avait 125 et là, on est à 132 applications aujourd'hui. Donc, ça commence à faire pas mal d'applications. Et justement, comme ça fait beaucoup d'applications, on peut s'y perdre et ça peut être un peu compliqué de savoir quoi chercher parmi toutes ces applications. Donc, la communauté du portail primaire de la Forge, qui se retrouve sur les salons de Chap, donc on a déjà parlé des salons de Chap, donc c'est un lieu de discussion numérique évidemment. Donc le portail, la communauté, pardon, a créé depuis la rentrée un temps de présentation de ses ressources chaque semaine. Le mardi à 17h30, vous avez droit à un petit webinaire de 30 à 45 minutes de présentation d'une des ressources de ce portail. Et ce qui est intéressant, c'est que cette présentation, elle est faite par le créateur de la ressource. Donc, il prend le temps d'expliquer la raison pour laquelle il a créé l'application, comment ça fonctionne, comment ça peut évoluer aussi en fonction des demandes des enseignants. Et sur certains webinaires, on commence maintenant aussi à inviter des utilisateurs. Ça veut dire qu'on a les deux côtés. On a le côté créateur de la ressource et on a le côté utilisateur en classe. Donc un témoignage de l'usage réel. Donc par exemple, le 30 septembre, on a eu mon livret maternel dont on parlait tout à l'heure, Sébastien, qui a été créé par Morgane Debesse et qui avait invité une directrice d'école qui utilisait ce livret-là et qui est venue apporter son témoignage. Donc 30 minutes, c'est rapide, c'est efficace, ça permet de découvrir des nouvelles ressources en classe ou à présenter en formation quand on est CPC. Moi, je suis en charge des replays, des replays. Donc, je fais un petit montage pour essayer de donner une linéarité au truc et je les mets ensuite en ligne sur une chaîne Podéduc qu'on a créée pour l'occasion. C'est disponible le soir même, sauf ce soir parce que je suis avec vous, donc j'ai pas pu faire le montage de la dernière émission, mais sinon ce sera demain matin. Si vous connaissez pas vraiment, je vous invite à découvrir le concept, déjà rien que le concept de la forge des communs numériques. Je vous invite à aller faire un tour sur le portail primaire. Et évidemment, si vous êtes disponible le mardi à 17h30, je vous invite fortement à venir écouter les webinaires ou à voir les replays si vous n'avez pas eu le temps. Je mettrai tout dans les notes de l'émission, tous les liens qui vont bien. Et si vous connaissez déjà et que vous utilisez, je vous invite à partager autour de vous ce format-là. Et puis, si vous utilisez des ressources, venez témoigner. Il y a le programme sur le portail primaire, il y a le programme de tous les prochains prime time. Et si c'est une ressource que vous utilisez, n'hésitez pas à contacter soit le créateur de la ressource, soit via le salon de Chap pour demander à intervenir parce que c'est vraiment très intéressant d'avoir en plus un retour utilisateur en classe. Voilà, bon, de toute façon, vous savez que le portail primaire de la Forge, c'est mon dada. Voilà. Est-ce que vous avez déjà écouté un des prime time? Sébastien, peut-être tu as déjà eu l'occasion d'en écouter ou pas encore? Alors, j'ai réussi à les louper à chaque fois parce que j'étais dans le train. Donc, bon, hein, heureusement qu'il y a le replay. Écoute, j'ignorais que c'était toi qui étais derrière, en plus. Donc, je vais pouvoir comment dirais-je, me vanter auprès de mes collègues CPC numériques, dire, vous savez que je connais la monteuse. Mais bien sûr. La monteuse, ouais. Bien sûr. Elle fait aussi attachée de presse, d'ailleurs, hein, parce que vu comme elle vend le truc, ouais. Je pense qu'ils vont l'embaucher. Moi, je connaissais pas, mais par contre, je pense que ça va faire des bons articles de blog. Pour mettre un petit peu en exergue ce que vous proposez. Tout à fait, mais tout à fait. Oui. Tout à fait. Du coup, tu pourras aller voir sur les liens que je vais mettre après. Oui, bien sûr. Car vous retrouverez ça dans les notes de l'émission. Mais oui, grâce à Sébastien. Là, ça va. De toute façon, je fais un copier-coller de ce que va me laisser Aurélie. Ça va pas être la plus grande des difficultés. Eh bien, sur ces quelques mots, je vais passer à une rubrique nécrologique. Car oui, Faudrait une petite musique là. Depuis le 1er octobre 2025, le service Via-Éduc a cessé ses activités. Voilà.
Via Éduc. Mais qu'est-ce donc que Via Éduc? Qu'est-ce que c'était, Seb? J'ai connu, mais je sais plus ce que c'était. Via Éduc sera lancé à l'occasion des rencontres de l'Orme à Marseille. Là aussi, le rendez-vous est mort. Son ambition est alors d'offrir à ses membres, enseignants et plus généralement aux professionnels de l'éducation, un espace de liberté et de développement professionnel pour échanger entre pairs sur les pratiques professionnelles, partager des ressources éducatives, collaborer, co-construire au sein de communautés de travail, de nouvelles pratiques, de nouvelles ressources. C'était un forum de l'éducation nationale. Via Éduc, pour faire une image un peu simple, c'était un peu censé être un Facebook made in éducation nationale. Ok, c'est bon. Un mix, je dirais même un mix entre Facebook et LinkedIn. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que présenté comme ça, c'est parlant. Oui, écoute, je continue la description qu'ils en faisaient. Via Éduc est un espace professionnel respectueux de l'école dans laquelle il s'inscrit et respectueux de la liberté pédagogique de chacun. Réseau Canopé en était partenaire et membre fondateur. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il avait comme objectif, ce Via Éduc? Alors, favoriser conversation et relations entre pairs autour de sujets éducatifs. Favoriser transversalité des échanges entre enseignants, entre disciplines, niveaux, académies. Fédérer des communautés de travail et des initiatives d'enseignants. Donner accès à des ressources de qualité. Promouvoir les méthodes de travail en réseau pour stimuler co-création et partage. Et c'est drôle, parce que quand vous regardez le portail de la Forge, c'est de la co-création, c'est du partage, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas sur Via Éduc. Et il n'y a pas le côté Facebook. Alors, il n'y a pas le côté Facebook, en effet. Mais on pourrait se dire que ça pourrait être quasiment un manque, quand même, parce que, bon, apparemment, Facebook continue à vivre, lui. Non, mais il y a Chap à côté, c'est bon, il y a oui, pas il y a Chap, Facebook. Finalement, tu as raison. On va y arriver au fait qu'il y ait autre chose à côté. Parce que, alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était sur la fermeture, c'était pourquoi on est arrivé à la fermeture de Via Éduc, parce qu'il avait quand même des arguments. Il faut bien se rappeler que Via Éduc, il a été lancé il y a quasiment 10 ans, si je ne me trompe pas. Et je l'ai utilisé. Voilà. Et il avait quand même comme ambition d'être dans le jus de l'époque. C'est-à-dire, on est au moment où les réseaux sociaux, ça gonfle. On a Twitter, un réseau sympathique, un peu avec quelques trolls, avec quelques trucs énervés, mais on a Twitter encore. Donc, j'ai cherché pourquoi. Donc, comme réponse, la fermeture récente de Via Éduc, annoncée avec regret par ses opérateurs, semble motivée par des raisons stratégiques liées à l'évolution des outils numériques éducatifs. On y revient aux outils, alors forcément c'est la dernière des préoccupations, et à la rationalisation des plateformes disponibles. Mais sans communication publique détaillée explicitant clairement les motifs, la cessation d'activité programmée vise à interrompre le service dans un délai d'environ 2 mois à partir de l'annonce. Point. Il n'y a pas vraiment les raisons. Okay. Bon, on va simplement se douter que, n'ayant pas eu le succès escompté, et au vu des intérêts financiers en jeu, le groupement d'intérêt public ainsi constitué s'est vu incliné à se dire « c'est bon, on ferme ». Alors moi, c'est le pourquoi. Pourquoi ? Alors déjà, j'ai un peu continué à troller parce que je me dis, est-ce que c'est du numérique éducatif Via Éduc alors ? En fait, pas vraiment. Pas vraiment. C'est un réseau social éducatif ou un réseau social à visée éducative, mais c'est pas pour moi, c'est pas du numérique éducatif. Là, ça dépend toujours de ta définition. Mais bon, passons. Est-ce que c'était parce que c'était une succursale de l'éducation nationale ? On pourrait se dire, enfin bon, c'est construit par l'éducation. Il y a l'éducation nationale là-dedans, c'est pas forcément une des meilleures portes d'entrée pour ça. Et là-dessus, je pense que non. Parce que bon, en gros, on fournit un espace de travail, il n'y avait pas de modération plus que ça. On voulait un espace sans que vos données soient récupérées à droite ou à gauche, parce que là, quand Via Éduc sort, on sait ce que Facebook fait de vos données, et on avance déjà l'argument de la sécurité, surtout comparé aux autres réseaux, quoi. Il y avait déjà des groupes de travail sur Facebook,
Mais bon, c'était sur Facebook, donc c'était open bar. Même si tu faisais un groupe privé, bon, tu n'avais pas le côté un peu sécurisant. Est-ce que ce ne serait pas parce qu'il est arrivé un peu tard? Et quand je dis un peu tard, c'est parce que les enseignants, les collègues, eux, ben, ils avaient déjà fait ce que, par exemple, Émilie avait fait avec OneNote ou d'autres avec Excel. C'est-à-dire qu'on prend un outil qui n'est pas fait pour ça et on le détourne pédagogiquement parlant pour servir ce dont on a besoin. On a besoin de faire un groupe pour développer un outil, paf, un groupe Facebook. On a besoin d'aller à la pêche aux infos parce qu'il y a un collègue apparemment il partage, paf, ça s'appelle Instagram. Twitter, à une époque, avait la réputation d'être la salle des maîtres la plus grande du monde. Ça a bien changé. Bon, depuis, la salle des maîtres a une odeur de pourri, avec des tags nazis un peu partout, mais voilà, ça... Oh, comment t'y vas, toi? Comment t'y vas? Je sais, je suis pas YouTube compatible. Et on va revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une chose, il aurait peut-être fallu favoriser, mais vraiment favoriser son adoption. Parce que là, on parle d'une solution que les enseignants étaient censés utiliser sur leur temps libre en plus. À visée professionnelle, mais sur le temps libre. Bah, classique pour des enseignants. Si tu ne pousses pas à l'adoption, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de faire de la formation sur des outils. Il y a mes collègues conseillers pédas, je leur ai dit cette année, si vous voulez, je vous forme sur un tableur. Je vous explique le b.a.-ba du tableur. Parce que conseiller pédas, il touche tout le temps des tableurs, mais on lui explique jamais le b.a.-ba, le tri automatique, le formatage des cellules, tout ça. Voilà. C'est... Alors, je cite, « Le développement de ViaEduc s'inscrit dans un contexte favorable. » Oh, c'est mignon. Bon, avec le recul, c'est vrai que c'est drôle. Oui. Non, mais c'est oui, drôle. Mais je suis d'accord avec toi, c'est drôle. Un contexte favorable, 2 points. Mutation de l'école. Usage croissant des réseaux sociaux. Mon Dieu, si tu savais ce qui t'attend. Oui. Opportunités offertes par le numérique. Ok. Plan numérique pour l'école. On en revient aux trucs qui ont été abandonnés. Oui. Voilà. Et à la douche froide qui va suivre. Mais bon. Et c'est drôle parce qu'en fait, il y avait d'autres choses quand même. Il y a un truc où je me suis dit, mais c'est quand même fou. Là, il y avait un point d'inflexion, il y avait un levier monumental à côté duquel, apparemment, ViaEduc est passé. Et là, j'ai parlé de rendez-vous manqué. Parce que le confinement est passé. ViaEduc était toujours en fonction. Pendant le confinement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était partage de ressources à gogo. Tout le monde était dans son coin en train d'expliquer, les plus geeks expliquaient aux moins geeks comment fonctionnait le Discord, le WhatsApp, le truc, le machin. En gros, tout le monde a détourné... La classe numérique sur le CNED. Oui, mais en plus, il y avait ça, quoi. Oui. Tout le monde a détourné tous les outils du monde. Et tu avais ViaEduc au milieu. Tu sais, le dernier qu'on choisit pour jouer dans l'équipe de sport, il faisait... Ouh! Mais moi, j'ai un ballon gonflé, hein. J'ai un terrain pour moi tout seul. Pourquoi vous venez pas? Eh oh! Et en fait, personne ne le voyait. Et tout le monde était parti. Tout le monde était déjà parti, tout à fait. Eh oui. Voilà. Et à la place, qu'est-ce qu'on a? On a toujours Facebook qui, malgré tout, est toujours en vie. On a eu Twitter et Instagram pour partager des ressources, des idées, mettre en place des projets, même si maintenant, ça en est un peu loin. Et à l'heure actuelle, si vous voulez rencontrer des enseignants, alors soit vous avez les très geeks, vous allez les trouver sur un salon de chap, soit vous les avez moins geeks, mais quand même un peu, et vous les trouvez sur LinkedIn. Ou Blue Sky. Ou Blue Sky. Un petit peu quand même. Pour les réseaux sociaux, oui, Blue Sky, malgré tout ce qu'on a pu en dire, et malgré un démarrage très poussif, a fini par s'imposer comme un succès d'année de l'oiseau bleu. Oui, une alternative. Une alternative, pardon, de l'oiseau bleu, même si j'aimais beaucoup l'oiseau bleu, mais comparé au X, ça, il n'y a pas photo. Donc, voilà, je n'ai pas la réponse à savoir pourquoi ViaEduc est parti. J'aurais pu en faire une vieille piste, mais je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal quand même d'en parler ce soir, vu que ça vient juste réellement de fermer maintenant. Adieu ViaEduc. Adieu ViaEduc, adieu les quelques forums auxquels j'étais, les quelques groupes auxquels j'étais abonné, mais
Voilà, si on réfléchit, il y a eu du Discord qui est venu, il y a eu du WhatsApp qui a été utilisé, et ils auraient tout pu concentrer sur Viaduc, tout. Et même, je me Mhm. disais, les classes, la classe, la classe à distance, c'était quoi Oui, classe ou école à distance? école, voilà. Classe à distance? Non, classe à Donc distance. tout ça, on aurait pu le concentrer là-dessus, mais c'était trop tard déjà, je pense, quand le confinement est arrivé. Donc, bye bye. Oui. Est-ce que tu veux, Aurélie, réagir un petit peu sur Viaduc ou pas? Toi, tu l'as utilisé Non, ou non, jamais? oui, j'ai utilisé un peu au début, c'est vrai. Je me souviens qu'on nous avait présenté ça en formation quand j'ai commencé à être run. J'ai dû utiliser un petit peu, mais j'ai plus trop de souvenirs de ça parce que bah, j'ai utilisé tout le reste comme. Mm. Et en fait, il aurait peut-être fallu, parce qu'on continue, enfin, on continue entre guillemets, il y a eu Tribu, Oui. il y a eu Rezana, enfin, il y a toujours hein, d'ailleurs, et maintenant il y a Grist, dans une autre approche, et on continue, et en fait, je me dis, il y a parfois certains outils qu'on a ressortis alors qu'on aurait pu adapter, faire un module complémentaire à Viaduc, si ça lui avait permis de vivre, de survivre, etc. Parce que quand tu vois tout un groupement qui est fait comme ça, c'est toujours un peu dommage de devoir remiser la solution, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'est pas présentée dans son meilleur jour. Bon, allez, Seb, tu me connais, Oh non! et je suis certaine que tu as une idée de ce dont je vais parler dans ce sujet, non? Bon, écoute, en ce moment, j'ai des humoristes qui disent c'est même plus la peine. Ouais. Bon. Oui, avec ce énième gouvernement, nous voyons arriver un nouveau bonhomme sur le siège éjectable de l'éducation nationale. Et oui, c'est Édouard Geffray qui est nommé à la place de Babette. Je ne vous rappelle pas qui a été Babette et quels ont été ses méfaits, ça ira, c'est bon. Vous l'avez bien. Bon, mon cher Sébastien, ma chère Aurélie, j'espère que vous serez d'accord pour jouer un petit quiz. Ah, alors là, J'ai préparé des petites questions. Saurez-vous me dire combien il y a eu de ministres de l'Éducation nationale différents depuis 2017 et l'accès au trône de Jupiter? je dirais 7. Ouais, je pense que c'est par là, hein, ouais. Moi, je veux le nombre exact. Ah bah, alors c'est pas 7, ok. Ah, je sais pas. Non, bah Bah moi je attends, vote elle a 7, pas- alors voilà. Tu votes 7. Bon, Ok. ouais, moi je vote 6. Ok, ben c'est Pas perdu. loin, mais un peu moins. Oh, C'est perdu. combien c'est 9? C'était 8. Oh. C'était 8. 8. Ouais. Purée. Petite question supplémentaire. Combien y a-t-il eu de ministres de l'Éducation nationale depuis le début du second mandat de Jupiter? Attends, c'est pas... Non, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ben là, je dirais 7. 7 pour Oh Sébastien? non, ce serait fou quand même. Je dis 3. 3. Eh bien, c'est Sébastien qui a raison. 1 point, Sébastien. Ouais, Oh là oui, là. parce Et que oui. Monsieur Et la- Blanquer est oui. resté longtemps. Monsieur Blanquer est resté 5 ans. Il a fait tout le premier quinquennat, Monsieur Blanquer. Mm. Et j'ai la question pour vous départager, et celui ou celle qui répond à cette dernière question remporte le match. Saurez-vous me donner, dans l'ordre chronologique, la totalité des 8 ministres? Je vous fais grâce à la rigueur de Jean-Michel J'ai perdu. Blanquer. Bah, il y a Papendiaï, après. 1. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Il y a Voilà, eu- le ministre transparent. Oh. Ouais, il y a franchement, eu il est resté Nicole là une Belloubet. petite année. Non, pas de Nicole Ah, Belloubet, alors non. oui, mais pas dans l'ordre. Moi j'ai déjà perdu. Attends. Bon, le dernier, tu l'as dit, c'est ce monsieur qui vient d'arriver. Juste avant, il y avait Elisabeth Borne. Oui. Ouais. Attends, je vais essayer de raccrocher les deux bouts comme ça, fur et à mesure, mais c'est pas évident. Avant Elisabeth, on en est à c'était combien? Attends, on en est à AG combien, là les initiales. Ah oui, Là, vous avez oui. Papendiaï, le premier, et vous finissez par Oudéa Babette et Castéra. Édouard. Perdu, Ah oui. ça c'était AOC, ça. Amélie Oudéa. Et AOC, Et l'autre, elle c'est est quoi, celle qu'on arrivée, cherche? elle est arrivée pendant Après. le premier gouvernement de Gabi. Vous vous rappelez Gabriel Attal? Avant d'être Premier ministre, il était quoi? Ah, mais oui, Gabriel Attal. Bah, Ah oui. bah Il a oui, été bah, il y était aussi. Un court Mais oui. ministre de l'Éducation Ouais, nationale. ouais, c'est vrai. Donc on a Papendiaï, Gabriel Attal, Amélie Oudéa Castéra, Nicole Et- Belloubet, dont tu as parlé, Anne quelque chose. Anne Genté. Oui. Ah, Ouais, j'ai j'avais noté. plus son nom de famille. Et oui. Mon Dieu. Ah, pardon, Et je on l'avais finit avec oublié. Elisabeth et Édouard. Oui, bah elle aussi, elle a été assez transparente. Enfin bon, elle n'est pas restée. Comment te dire
Alors, j'avais une blagounette là-dessus. Est-ce que vous savez combien de temps dure un accouplement d'escargot? Moins longtemps que la durée de vie d'un ministre de l'Éducation nationale 15 heures. sous Jupiter? 15 heures. Ok. C'est-à-dire qu'il y a 2 escargots quelque part qui ont commencé à faire l'amour sous un gouvernement et qui ont fini sous un autre, ou presque. Et je me dis, c'est beau quand même. C'est beau, c'est Ouais. presque de la poésie. C'est joli. C'est joli. En parlant de joli, tiens, j'ai une jolie image d'illustration que j'ai reprise au Monde. Je te la mettrai pour peut-être à mettre dans le billet. Où on a notre nouveau ministre de l'Éducation nationale qui ressemble drôlement au méchant de Moi Moche et Méchant. Je crois qu'il s'appelle Grou ou quelque chose comme ça. Ouais, gros. Bon. Mais c'est le Monde qui a mis cette photo. Mais je trouve qu'elle est tellement représentative. Bref. Ah, ben, alors je peux citer Le Monde, ça va. Y a pas... Bon, si on en revient un instant à notre Édouard. On ne l'appellerait pas Doudou par hasard, parce que peut-être qu'il est là pour quelques semaines. Doudou, il a travaillé avec Jean-Michel Blanquer à la grande époque du saccage du bac, pardon, de la réforme du bac, et de la gestion calamiteuse du Covid-19. Vous savez, dans les établissements scolaires où il fallait faire des trucs où c'était impossible à faire. Alors, on peut peut-être s'attendre à de belles réformes dans la continuité de ce qu'il a connu, avec toujours plus d'évaluation nationale, ben non, on est déjà au maximum, ou la labellisation des manuels et le risque de discours propagandistes, et des groupes de niveau dans les collèges impossibles à mettre en place dans la majorité des cas. Et je vous parle même pas du pacte de servilité. Voilà. Bon, mais je vois le patron qui me fait les gros yeux. Bon, pardon, Ah non, Seb, il fait pardon, pas les Seb. gros yeux. Et Enfin, lâche-toi sur le tu vas me pacte, dire que le si tu sujet veux. il est pas assez geek, c'est ça? Ah. Je suis sûr que tu vas me reprocher que le Oh sujet là soit là. pas geek. Mais D'accord. enfin, il est où le côté geek là-dedans? Bon, ok. On n'est ok. pas surlibéré pour pas de conduite, madame. D'accord, ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que j'ai vu récemment de geek qui puisse être intéressant, qui fasse le lien entre éducation et numérique? Si je te parle de cartes, non, de globe terrestre, est-ce que ça passe, chef? Ouais, bon. Fais-moi rêver. Alors, c'est un outil. Ouais, mais c'est. Alors, moi, ça m'a fait rêver. C'est un outil que vous allez pouvoir mettre dans les raccourcis de science que vous gardez. Oui. Alors, si vous avez votre petit code IMD pour faire votre bibliothèque de raccourcis, n'hésitez pas à le prendre. Et c'est une ressource à utiliser sans restriction aucune avec vos élèves. C'est pas une bonne idée, ça? Alors, je voulais vous présenter le projet qui s'appelle Ancient Earth Globe. Cet outil, entièrement en ligne, il permet de visualiser l'état géologique de la Terre depuis les 750 derniers millions d'années. L'intérêt, me direz-vous? Voir l'évolution du déplacement des continents, des plaques tectoniques au cours du temps. Alors, pour commencer, j'étais un petit peu déçu, oui. Moi, je voulais voir la Pangée, mais il y a 750 millions d'années, ça faisait déjà quelques millions d'années que celle-ci n'existait plus. Bon, mais ça aurait été juste pour mon bon petit plaisir. Sinon, qu'est-ce que vous avez dans ce site? Vous avez un globe qui tourne normalement, entre guillemets, je mets des guillemets virtuels autour de normalement, et vous pouvez zoomer et dézoomer. Vous pouvez faire tourner la Terre dans un sens ou dans l'autre à votre convenance. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez choisir des dates parmi celles proposées entre l'actuel et moins 750 millions d'années. Dans ce cas-là, la Terre se charge avec l'organisation des terres, des continents qui font consensus au niveau scientifique. Mais là où ça devient intéressant, c'est que vous allez pouvoir commencer à choisir une ville. Grande ou petite, il y a du choix. Moi au début j'ai commencé avec Nantes, puis je suis passé à des villes plus petites, de l'ordre de 500 habitants, et je les ai retrouvées. Ce qui est cool, c'est que ça vous place votre première ville avec un point rouge. Vous faites la recherche d'une deuxième ville, vous avez un deuxième point rouge. Vous cherchez une troisième ville, vous avez un nouveau point rouge. Oui, c'est bien Sébastien, tu as suivi. Petit point négatif, on ne voit pas le nom de la ville. Ça, c'est un petit truc qu'ils pourraient rajouter, d'avoir le nom de la ville, et je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai fait le test avec un petit village où j'ai habité dans l'est de la France. Je me suis pas posé la question. Pour moi, on était sur la même plaque géologique. Et en fait, non. Je me suis rendu compte que Nantes et la ville du sud-ouest dont je suis originaire sont sur la même plaque géologique. Enfin, en tout cas, il y a un peu plus de 450 millions d'années, on était déjà sur la même plaque. Mais le petit village de l'Est dans lequel j'ai habité, il se retrouvait à quelques centaines, voire milliers plutôt de kilomètres de là où il est actuellement, et même plusieurs milliers de kilomètres de séparation entre Nantes, par exemple, et ce petit village. Et c'est ça qui est assez rigolo. Tu te rends compte de la force, de la puissance des déplacements sur des
distances qui sont compréhensibles. C'est sûr qu'entre l'Afrique du Sud aujourd'hui et la même chose il y a 450 millions d'années, c'est sûr que Nantes ah mince, j'ai la capitale, j'ai son nom sur le bout de la langue. Johannesburg, si je dis pas de bêtises. Eh bien, ça restera loin. Mais alors que mon petit village de l'Est de la France et Nantes, ben normalement, je m'attendais à trouver un truc dans les 500-600 km, mais pas du tout. On est à quelques milliers de kilomètres de distance. Et pas du tout placé pareil. Et ça, c'est assez génial. Voilà. Et c'est là où je trouve que de voir l'évolution du globe, c'est là où c'est pertinent, parce que les élèves, ils vont se rendre compte, grâce à ces points références, que mais finalement, la Terre, elle n'a pas du tout été pareille. Et voilà, donc j'ai trouvé ça vachement sympa. Et vous voyez aussi les zones émergées, les zones immergées aux différentes époques, donc avec les changements de niveau marin. Et voilà, et on se rend compte que certaines parties du globe étaient recouvertes par un océan. Et on comprend pourquoi il y a eu de la sédimentation et pourquoi on retrouve des fossiles marins dans des montagnes. Voilà, c'est tout bête. Mais je trouve ça tellement visuel, donc c'est un outil à user et à abuser. Voilà, et vous pouvez même laisser les élèves jouer dessus tout seuls. Ils ne risquent rien. Tu me l'as vendu. Voilà pour mon petit outil. Ah oui, complètement. Ouais, complètement. Moi, j'ai envie de faire maintenant, là. Oui, ben, je vous mettrai le lien tout à l'heure. Bon, moi, si je mets l'endroit d'où je viens, je sais qu'il va bouger pas mal, étant donné qu'il est en plein dans la Méditerranée et qu'il était raccroché à l'Estérel il n'y a pas si longtemps que ça va bouger un peu. Non, mais ça peut être génial. Rien que pour voir la Méditerranée revenir à son état de Tétis. Merci. Alors par contre, tu choisis pas exactement la date que tu veux, tu as des dates clés qui ont été renseignées. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'est un petit morphing entre 2 dates consécutives. Ça, il n'y a pas. Ah ben ça, c'est mais déjà bon, pas mal. Vrai, après, ouais, mais si tu veux, moi, j'ai testé l'outil dans le train en partage de connexion avec des zones où j'ai très peu de connexion et ça passait et assez vite. Donc c'est aussi pour permettre de pouvoir utiliser facilement l'outil n'importe où. Voilà. Donc c'était mon petit logiciel dont vous retrouverez le lien dans les notes de l'émission, grâce à Seb. Mais bien sûr, je suis le noteur de l'émission, il n'y a pas de souci. Mais oui. Et on va passer à la partie un peu de geek. Et c'est à moi. Et moi, qu'est-ce que je vous dis pour commencer? Je vous donne une phrase. Je vous dis « Death to Chronos ». Oui, Death to Chronos, oui, le dieu, le titan du temps. Et oui, je vais bientôt le tuer, car enfin, j'ai Hades 2, le jeu vidéo, qui est passé en version 1 et qui donc a une fin accessible, puisque jusqu'à là maintenant, je n'avais qu'un petit tableau ridicule qui me disait « Ah, bravo, vous êtes arrivé jusque-là ». Mais il va falloir attendre pour la fin. Et là, là, j'ai bientôt fini, bien sûr. Mais j'ai rien d'autre à ajouter parce qu'il a reçu un accueil dithyrambique. Donc voilà, on va plutôt parler manga rapidement et assez vite. Ça va être très précis. C'est un tome, il n'y en a pas plus. C'est un one-shot. Avant de vous en parler, petite précision qui a son importance. Moi, j'aime bien les mangas dits patrimoine. C'est-à-dire les mangas qui sont vieux, qui nous expliquent d'où vient ce truc. D'où est-ce qu'il tire ses origines? Ça, c'est moi. Et là, je vous parle d'un manga de Shotaro Hishinomori, qui est réputé pour être le roi du manga, tellement il a produit et il a été reconnu pour son œuvre. Il a réalisé les chapitres qui sont rassemblés cette fois-ci par IMHO sous nos latitudes dans un seul volume qui porte le doux nom de Jun, J-U-N. Alors, je vous rassure, si quand on vous dit manga, vous pensez Dragon Ball, je ne peux pas vous le reprocher, forcément. Là, on en est quand même très très loin. On parle d'une publication dans un magazine un peu à part qui s'appelait Com et ces publications, elles ont eu lieu entre 67 et 69. Donc, on est sur du graphisme d'époque avec le style de l'auteur qui est assez particulier, un peu daté, mais moi, personnellement, j'adore. Et l'auteur, qu'est-ce qu'il y fait là-dedans? Il l'expérimente et il abandonne quasiment le texte et il ne s'exprime plus qu'à travers les graphismes et des graphismes qui nous dépeignent quoi? Des délires, les délires oniriques d'un auteur de manga. Oh, autobiographie, m'as-tu dit? Peut-être, là, j'en sais rien.
Mais là-dedans, on s'y perd, hein, entre les réalités diverses et les styles graphiques riches, les découpages inattendus et inhabituels. Oui, il y a des moments, comment dirais-je, les cases sont toutes en longueur, ça fait bizarre, mais on s'y fait. Voilà, c'est toujours un plaisir. Alors faut apprécier le côté poétique, il faut un petit peu lâcher la bride sur je veux comprendre ce qui se passe, il faut juste apprécier ce qu'il y a devant vos yeux et c'est un petit festival. D'autant que si Shotaro Ishinomori est un grand nom du manga, chez nous, l'accès à ce qu'il a fait, ça reste encore assez mesuré. Donc, moi, personnellement, je ne boude pas mon plaisir sur cette édition. Et voilà qui conclut ma partie. Eh bien, moi, je prends la suite. Donc, malheureusement, le manga dont tu parles, tu pourras pas le retrouver sur l'application dont je vais te parler, mais tu vas pouvoir retrouver plein d'autres choses. Cet été, je suis partie en voyage pendant très longtemps. Ah bon? Ah bon? Oui, très longtemps. Ah ouais. Oui, Dans les escalators, c'est ça? Non, t'es pas partie dans le nord de la France? Oh là, non. J'emmène toujours des livres en voyage, sauf que là, pour très longtemps, il me fallait très beaucoup de livres et je ne pouvais pas puisque j'avais un tout petit sac de 30 litres pour partir ces 6 semaines. Donc, j'ai pris ma liseuse, mais je n'avais pas chargé assez de livres, donc je me suis un peu retrouvée très mal parce que j'avais fini tous les livres que j'avais préparés. Et par chance, écoute, coup du hasard, une de mes collègues, Muriel, à qui je fais coucou, qui écoute très fidèlement le podcast, Coucou Muriel. m'envoie un message Salut Muriel. pendant les vacances et elle me dit, écoute, truc de fou, il y a une nouvelle application proposée par Préo, notre CE, je mets les guillemets virtuels aussi, qui s'appelle Tout apprendre. Et elle me dit, c'est un truc de fou, tu vas trouver dedans des livres, des BD, des podcasts, des livres audio, tout, il y a tout. Alors, elle m'a convaincue très très vite, donc j'ai téléchargé l'application. Alors, c'est Préo, donc c'est Préo qui nous le paye, donc on va pas se plaindre parce que l'abonnement en vrai coûte 120 €, donc on est très content de ne pas le payer, mais du coup c'est toujours un peu plus compliqué quand c'est Préo parce qu'il faut rentrer dans l'application par son compte Préo, suivre tout un tas de liens, de trucs pour pouvoir se connecter, mais une fois que tu t'es connecté, 85 000 ouvrages disponibles. C'est quand même beau. Et t'as réussi à avoir assez pour lire pendant l'été? Oui, et puis alors il y avait des BD surtout, donc moi j'avais amené, en D'accord. plus de ma liste, j'avais amené ma tablette, et du coup, mais tout, enfin, il y a les Harry Potter, il y a tout. Tu vois, souvent dans les applications comme ça, on se dit, bon, on va être limité parce qu'on va avoir accès aux derniers trucs ou les e-books gratuits où tu as toujours un épisode et puis après, il faut que tu achètes la suite. Et là, non, tu as vraiment les livres, tu peux choisir livre audio ou livre à lire. Tu peux en plus créer des profils. Donc moi j'avais un profil pour moi, j'ai créé un profil pour moi et un profil pour mes filles parce qu'elles avaient aussi envie de lire. Et tu peux donc télécharger tes livres sur ton profil pour pouvoir les lire hors connexion. Et ça quand même c'est bien justement quand tu voyages parce que quand tu es dans un endroit où il y a du wifi, c'est bien. Et puis quand tu as 5 heures de bus, tu es content d'avoir téléchargé tes livres en avance. Sauf que petit truc à savoir, quand tu es hors connexion, il se connecte sur le dernier profil ouvert et tu ne peux pas changer de profil quand tu es. Oh non, ça c'est l'arnaque. Donc j'ai fait des voyages de 5 heures en lisant Les Petits Diables, quoi. Mais voilà, je m'étais pas mise sur mon profil à moi, j'étais sur le profil de mes filles, c'est pas grave, j'ai lu des BD quand même, c'était très bien. Donc c'est un très 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 bon plan. Donc je vous dis, ça coûte normalement l'abonnement annuel 120 €. Donc, si vous êtes de la team qui peut lire sur tablette, qui peut lire en numérique, donc pas de la team de la maman d'élève qui a levé le doigt pour pourrir ma réunion de rentrée, vous pouvez télécharger l'application. Franchement, c'est vraiment un super plan. Super plan. Merci. Ok. Merci Aurélie pour ce bon plan. Et Muriel, merci. Et merci Qui Muriel. a chopé ça. Qui a sauvé tes vacances finalement. Ah mais complètement. Ah bah Puis oui. alors, pire que ça, je veux dire, ça n'a pas que sauvé mes vacances, ça m'a enthousiasmé de fou,
cette possibilité. Tu sais, moi, comme je lis beaucoup, j'achète pas beaucoup parce que sinon ça me coûterait cher Oui, et puis et puis t'as ça, plus de place à la maison après. voilà, ça encombrerait Après, il y a tous un mes truc, étagères. Donc, les médiathèques qui sont pas mal parfois. Mais il faut exactement, avoir le c'est ce temps que d'y j'allais aller. dire. C'est ce que j'allais dire. Moi, je suis une adepte des médiathèques, donc je vais tout le temps là-bas, sauf que les livres physiques, bah ouais, quand t'as 30 litres, un sac à dos de 30 litres, bah, Ah, mais tu tu prends mets pas de pas livre physique, non, c'est tu clair. mets pas de Non, livre physique. c'est clair. Donc voilà. Ah là Ok. là. Merci Muriel. Bon, et donc moi j'ai la difficile tâche de terminer. Tout à fait. Bon, mais je vous propose de parler un petit peu musique. Et on va parler d'un album qui est sorti il y a quelques jours. Je sais pas si vous connaissez la Symphonie des éclairs, Oui, mais est-ce que vous connaissez la Symphonie des éclairs Orchestral Odyssée? pas du tout. Non. Eh bien, c'est Zao Sagazan qui a sorti une version orchestrale de son album. Alors, de l'album étendu, donc qui s'appelle La Symphonie des éclairs, le dernier des voyages, celui-là. Et oui, j'ai encore des disques physiques. C'est mon côté collectionniste. On ne te jugera Et, pas. Non, non, non. Il y en a qui ont des bibliothèques entières de mangas, par exemple. Mais je vois pas à Non. qui je pense. De BD seulement. Deux BD seulement, pardon, excuse-moi. Et donc, ce dernier album, il est sympa, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Alors, la version orchestrale, elle apporte des petits plus sur pas mal de chansons, mais pas sur toutes. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on avait 16 chansons, oui, il me semble, sur l'album étendu. C'est pas la première version, c'est la deuxième version. Au début, je crois qu'il y avait que 11 chansons, puis elle a refait une version avec 5 chansons supplémentaires. Et donc l'orchestral, il reprend toutes les chansons de l'album étendu. Si vous connaissez pas le premier album, pourquoi pas commencer par celui-là. Quelqu'un qui connaît, et comme moi qui apprécie l'album original, finalement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de plus-value. Et je trouve que c'est un peu tôt dans la carrière d'une artiste comme Zao Sagazan de faire une version orchestrale. Et j'avais envie de mettre ça au regard de l'album Quelques Lumières de Dominica qui est sorti il y a quelques mois, qui est une tuerie, je trouve, au niveau version orchestrale. Bon, Dominica a quand même un répertoire qui est assez énorme. Je ne sais pas combien il a d'albums à son actif, mais je dirais bien entre 10 et 20. Même si dans sa version orchestrale, il reprend quand même beaucoup des derniers albums. Il y a quand même des vieilles chansons et je trouve qu'il a vraiment fait des arrangements qui modifient beaucoup, qui modifient pas mal les chansons de base. Et même on en parlait avec une de mes collègues quand je disais que j'allais parler de ça ce soir, et on parlait de l'album de Dominica, et elle me disait oui mais tu vois il y en a une chanson, celle-là je trouve qu'elle a plus la pêche qu'elle avait avant, l'énergie machin, et voilà, donc c'est vraiment au point où l'ambiance des chansons change. Et autant l'album Quelques Lumières de Dominica, je ne l'ai pas acheté, mais je pense que c'est un album que je pourrais très facilement acheter, autant le Orchestral d'Odyssée de Zao Sagazan, je ne l'achèterai pas, clairement. J'ai la version album, et elle me suffit largement, il n'y a pas de plus-value. Elle est agréable, si vous avez un abonnement sur une plateforme, Deezer, Qobuz ou autre, faites-vous plaisir, écoutez-le, profitez-en. Et vous faites-vous votre avis. Moi, j'ai commencé à regarder le live qui est dispo sur Arte TV. Et qui est original, mais je pense que les concerts de Zao Sagazan sont originaux. Voilà, je pense que c'est un personnage avant tout. Et je terminerai de le regarder. Je pense que c'est peut-être plus intéressant de le voir. Comme ça, de profiter de l'ensemble. Donc c'était mon conseil, écoutez-le mais ne l'achetez pas forcément si vous avez déjà le premier. Voilà. Mais par contre prenez celui de Dominica qui s'appelle Quelques Lumières. Bon, écoute, si on veut te joindre pour plus de conseils musique. Eh bien tu peux me retrouver, grosso modo tu cherches Irslo comme pseudo, IRSLO, et tu me retrouves à peu près partout. Donc Mastodon principalement, Blue Sky, Insta, mais alors pour que je vois les notifs, voilà, accroche-toi. Sinon, voilà, Mastodon. Oui, merci Seb. Donc si vous n'avez pas l'image, vous voyez Seb qui s'accroche à son étagère derrière lui. Bon, et toi Seb, à part taper S-Tuteur sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on te retrouve ? Bah, sur les réseaux sociaux. S-T-U-T-E-U-R ? Tout à fait, voilà. Tuteur sur les réseaux sociaux. Le job est fait. Si vous croisez un tuteur, il y a des chances que ce soit moi.
Je crois que la personne n'a osé, donc voilà. De préférence Blue Sky, Mastodon ça passe aussi, Instagram également. Après pour le reste, pas trop d'espoir, je vous le cache pas. Et il nous reste AMR. Mais Amerune. Bah voilà, si jamais vous n'arrivez pas à contacter Émilie ou Sébastien, contactez-moi, moi je suis partout. Ah oui, c'est vrai. Donc Oui. AMR Iron et sur quasiment tous les réseaux sociaux, il y a juste sur X où je suis encore un peu à Merci Richard 5. Mais c'est vrai que petit à petit, j'arrive à m'en détacher parce que je retrouve sur Blue Sky d'autres choses plus intéressantes et sur LinkedIn aussi. Mais ouais, mais bon, c'est pas facile quand tu as toute la communauté que tu as créée sur X et qu'il faut voilà, faudrait qu'ils partent avec moi quoi. Faudrait Il je faut les que tu les emmène. prennes avec toi dans tes bagages. Ouais, c'est ça. Bah, écoutez, chers auditeurs, auditrices, en attendant de vous prendre dans nos bagages, c'est vous qui nous prenez dans vos bagages puisque vous nous avez dans vos oreilles. Et il me reste à vous dire, prenez soin de vous et bon chemin. Salut tout le monde. C'était un plaisir. Mais partagez. Mais t'as pas dit au revoir Aurélie? Ah, pardon. Bah, si, j'ai dit que c'était un plaisir. Mais oui, Bah oui, suis-je ouais. bête. Bah, alors, sinon, attends, on va faire bien comme Émilie en a envie. Au revoir. Au revoir. Pourquoi la peur dans leurs yeux? Pourquoi ces murs si vieux? Le numérique un fantôme qui passe. Il s'accroche aux craies, aux tableaux poussiéreux, comme si demain ne les efface. Pourquoi ne veulent-ils pas? Pourquoi toujours ce combat? Je leur tends la lumière, mais ils restent dans l'hiver. J'explique, j'insiste, j'implore. Des clics qui ouvrent des portes, mais leurs mains restent fermées. La technologie, c'est le diable.